Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être présents pour cette conférence ou présentation sur ce que va pouvoir vous apporter une association de gestion agréée dans le cadre de votre activité. Alors, c'est vrai qu'on va parler de sujets qui ne sont pas forcément très marrants. On va parler d'impôts sur le revenu. En ce moment, on reçoit le paiement du troisième tiers ou la mise à jour de sa mensualisation. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours très agréable. Il n'empêche que on va vous présenter ce que une association de gestion agréée va pouvoir vous apporter par rapport à vos obligations fiscales, mais également tous les services annexes qu'on est à même de vous proposer. Alors, je vais déjà me présenter. Moi, je suis Jean-François Defude. Je suis donc le directeur de l'AGA-PL France. Et je suis accompagné de Pascal Perron. Je peux peut-être vous laisser vous présenter. Qui est le responsable technique des organismes agréés au niveau de l'AGA et du centre de gestion, puisque M. Defude était à la fois directeur des organismes agréés, associations et centres de gestion. Et là, aujourd'hui, plus particulièrement, c'est associations agréées. Alors, pour éviter toute confusion dès le départ, oui, la différence entre un centre de gestion agréé et une association de gestion agréée. Le centre de gestion agréé, c'est pour les professions industrielles, commerciales et artisanales. Et puis l'association de gestion agréée, c'est pour les professions libérales. Donc évidemment, vous êtes concerné par l'association de gestion agréée, ce dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, rapidement sur l'AGA-PL France. L'AGA-PL France, c'est une association qui a été créée donc à la fin des années, au début des années 80, 79 je crois, fin des années 70, en 1979, et qui correspondait à ce que demandait à l'époque l'administration fiscale, c'est-à-dire d'essayer de créer une interface entre les contribuables, que ce soit les professions libérales ou les professions artisanales et commerciales, et l'administration, pour promouvoir l'usage de la comptabilité, et puis pour promouvoir aussi, j'allais dire, le respect de la réglementation fiscale. L'AGA-PL France, on a au jour d'aujourd'hui 4 implantations en France. On est sur Angers, dont le bureau est dirigé par M. Perron. On est sur Paris, on est sur Nice et on est également sur Toulouse. On a 4 bureaux. Notre vocation aujourd'hui, en tout cas notre volonté, c'est de décentraliser un maximum de bureaux pour être au plus proche de nos adhérents et pour leur apporter tout le conseil nécessaire qu'ils peuvent avoir, et on va voir tout ce qu'on va pouvoir vous apporter, alors nous ou une autre association, mais en tout cas quel est notre rôle sur le plan fiscal. Globalement, on a un peu plus de 9500 adhérents aujourd'hui, beaucoup de professions libérales. Et vous allez voir que le nombre a une importance, puisque derrière on va avoir une obligation d'information vis-à-vis de vous en termes d'activité économique. Et l'activité économique, nous on la détermine par rapport à des ratios qu'on calcule par rapport à nos adhérents, donc par rapport à leur déclaration, et ça vous permet à vous de savoir comment vous vous situez par rapport à leur activité à eux. Alors le rôle d'une association de gestion agréée, finalement ça vient en complément. Si vous avez un expert comptable, on n'est pas expert comptable, on ne fait pas de tenue de comptabilité. Par contre, notre rôle, ça va être à partir d'éléments que vous allez nous communiquer, de faire une analyse à la fois économique, comme je vous le disais, c'est-à-dire quel est votre résultat, comment vous vous situez, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de trésorerie, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de rentabilité, de chiffre d'affaires, etc. Et puis, parallèlement à ça, et surtout, on va avoir un rôle d'analyse fiscale des déclarations que vous allez nous adresser. Et à partir de ces déclarations, on va détecter les anomalies ou pas qu'il pourrait y avoir dessus, vous en informer. Et puis effectivement, l'obligation que vous avez, c'est effectivement que vous conformez à la réglementation fiscale. Si vous nous dites non, moi je ne veux rien faire, là on aura l'obligation d'en informer l'administration. D'accord ? Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je viens chez vous ? Pour vous contrôler ma déclaration. Et puis si ça ne va pas, vous allez le dire à l'administration fiscale. Je vous l'accorde. La contrepartie d'une adhésion à une association de gestion agréée, ça va être un certain nombre d'avantages fiscaux qui vous sont accordés par l'administration fiscale. D'accord ? Je précise tout de suite, on n'est pas en délégation de service public de l'administration fiscale. Je ne suis pas inspecteur des impôts, M. Perron n'est pas inspecteur des impôts. Notre objectif, avant tout, c'est de minimiser au maximum le nombre d'informations qu'on envoie à l'administration fiscale s'il y avait un problème, c'est-à-dire vous accompagner, je dirais, dans la compliance fiscale, dans le respect de la réglementation fiscale. Donc voilà sur nos missions. Ça, c'est une mission qui nous a imposée par l'administration fiscale, puis on en a d'autres. Donc on a vu une mission économique, d'analyse économique, une mission d'analyse et de validation des déclarations que vous adressez à l'administration fiscale. Et au-delà de ça, je vous disais qu'au départ, ces associations avaient pour objectif de promouvoir l'utilisation des normes comptables, de promouvoir
le respect de la réglementation fiscale. Donc on a également un rôle de formation vis-à-vis de vous. Donc on propose un certain nombre de formations qui vous sont dédiées et qui vous permettent de vous informer sur comment tenir ma comptabilité, quelle évolution réglementaire, quel impact pour moi. On a un certain nombre de sujets qui vous concernent, qu'on actualise régulièrement pour être au plus près de l'actualité et vous donner une information pratique de manière à ce que vous ayez une gestion correcte à la fois comptable et à la fois fiscale. Alors je dirais que c'est quand même un point important. Nous on se rend compte que par rapport à nos adhérents, la comptabilité ou la fiscalité vient toujours après. En fait, je dirais c'est la contrainte qu'on a de tenir sa comptabilité. Votre cœur de métier, c'est pas de faire de la comptabilité. Et je dirais que c'est important quand même de bien s'entourer parce que les conséquences qu'il peut y avoir derrière, je pense aux contrôles fiscaux. Moi, je suis avocat fiscaliste, donc alors, j'exerce plus maintenant, mais quand j'exerçais, il n'y a rien de pire que de prendre un contrôle fiscal 3 ans plus tard et de se retrouver avec un inspecteur à qui on va devoir expliquer ce qu'on a fait 3 ans avant et se rendre compte qu'on s'est trompé. Donc je dirais que c'est extrêmement important quand même de gérer au quotidien correctement tous ces aspects-là pour ne pas avoir de difficultés après. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose, non, sur l'AGA donc voilà. Alors, peut-être rapidement vous faire un rappel, bref, si on voulait parler d'impôt sur le revenu, on pourrait y passer énormément de temps. C'est effectivement quelque chose qui est assez compliqué quand on ne le pratique pas. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter quelques clés pour vous expliquer un petit peu quelles vont être les conséquences en fonction les conséquences fiscales et déclaratives en fonction de votre régime d'imposition. Alors, comment ça marche? C'est bon, ça marche? Alors, notion de revenu déjà. Il y a la tapette, c'est parfait. Notion de revenu. Détermination du revenu. Juste pour vous rappeler que dans le cadre de votre activité libérale, vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu. Et c'est intéressant quand même de rappeler ce que c'est que l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui concerne les personnes physiques, ou un foyer fiscal, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs personnes physiques. Et cet impôt sur le revenu est composé de 7 catégories. Vous ne les avez pas toutes ici. Là, il y a les principales qui vont vous concerner, mais qui est composé de 7 catégories. D'accord ? Donc on peut avoir les traitements et salaires pour un salarié. On peut avoir les pensions et les retraites, les rentes. Et on va avoir en activité professionnelle à titre individuel 3 catégories. Les bénéfices industriels et commerciaux, donc qui ne vont pas vous concerner. Les bénéfices agricoles qui ne vont pas vous concerner non plus. Mais surtout, les bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire les bénéfices issus d'une activité libérale. Ça, c'est les revenus principalement du travail. Alors, il y en a d'autres, mais effectivement, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et puis, il y a des revenus tirés du capital. D'accord ? Donc, les revenus mobiliers et puis les revenus fonciers. Donc, les revenus tirés de capitaux mobiliers, d'investissement financier. Et puis, les revenus tirés de la location d'immeubles, par exemple, pour les revenus fonciers. Alors, comment ça se passe pour l'impôt sur le revenu ? Globalement, on va déterminer, à partir d'un revenu catégoriel brut, c'est-à-dire on va cumuler le revenu que vous avez eu dans une catégorie, on va y déduire les charges qui sont afférentes à cette catégorie, on va avoir un revenu catégoriel net, et ensuite on va cumuler ce revenu catégoriel net pour obtenir le revenu global brut qu'on va voir sur le slide d'après. Donc ça veut dire que je vais déterminer ce revenu catégoriel net, par exemple pour les BNC, vous concernant, puis pour les revenus fonciers. D'accord ? Donc mes revenus fonciers, je vais avoir mes loyers moins les charges afférentes à ce loyer. Et ensuite, je vais les cumuler pour obtenir un revenu global brut. Ce revenu global brut, on pourra encore y déduire des charges déductibles du revenu, des pensions alimentaires par exemple, qui ne seront affectées à aucun revenu en particulier, aucune catégorie, mais qui concerneront l'ensemble des revenus. Pour obtenir un revenu net global, c'est globalement le montant que vous allez porter sur votre déclaration 2042, vous savez, si vous êtes salarié par exemple ou autre. Non, c'est pas celui-là d'ailleurs, on le porte par catégorie. Je me trompe, mais bon. Et de ce revenu net global, l'administration fiscale va calculer un impôt, vous savez, donc un impôt progressif en fonction de la tranche dans laquelle on se trouve et en fonction du quotient familial qu'on a, donc du nombre de personnes qui composent le foyer fiscal. Et donc là, on va avoir l'impôt duquel on va déduire les crédits d'impôt ou les réductions d'impôt, donc réduction au crédit d'impôt auquel on va avoir droit. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'on a distingué réduction et crédit d'impôt. Pourquoi ? Parce que la réduction d'impôt, en fait, ne sera pas remboursable. C'est-à-dire que si j'ai 10 d'impôt et 100 de réduction d'impôt, globalement, je ne peux pas me faire rembourser les 90 de différence. Alors que le crédit d'impôt, la différence, c'est que l'administration est susceptible de me rembourser la différence si mon crédit est supérieur à l'impôt que je dois, tout simplement. Et au final, on va avoir l'impôt dû. Alors, comme on disait, ce qui va vous concerner effectivement, c'est quoi ? C'est les bénéfices non commerciaux. Alors rapidement, on les a vus, BIC, bénéfices réalisés par des personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale, on l'a vu, donc ça n'est pas vous.
Les BA, bénéfices provenant des activités de culture et d'élevage, donc ce n'est pas vous non plus. Et effectivement, ce qui va vous concerner, c'est les BNC, bénéfices provenant d'une profession libérale ou de toutes les activités indépendantes n'entrant pas dans le cadre du commerce et de l'industrie. Donc voilà. Au travers de chaque catégorie, on peut avoir des régimes d'imposition. Et l'idée maintenant, c'est de vous montrer quels sont les 2 régimes d'imposition auxquels vous pourrez prétendre et quelles sont les modalités de calcul donc, du revenu net catégoriel BNC, selon qu'on se trouve dans une catégorie ou dans une autre. Bien. Alors, si ça veut fonctionner. C'est peut-être voilà. Bien, on vous a donc décrit dans un premier temps quels étaient les revenus catégoriels susceptibles de générer de l'impôt sur le revenu. Maintenant, on vous a dit qu'effectivement, vous étiez des bénéfices non commerciaux, donc assujettis à l'impôt en tant que tel, et pour cela, vous avez des obligations comptables déclaratives. Ces obligations seront différentes selon que vous aurez adopté un régime ou un autre régime déclaratif. Et donc, parmi les régimes déclaratifs, vous avez, dans un premier temps, ce qu'on appelle le régime déclaratif spécial ou plus communément appelé micro-BNC. Et puis, vous avez le régime déclaration contrôlée qui correspond à un régime réel d'activité. Donc là, on va rentrer dans le détail, effectivement, de ces 2 régimes. Voilà. Hop, pardon, je suis allé un petit peu trop vite. Alors, le grand principe, lorsque l'on est confronté à son choix fiscal du début, alors je ne sais pas si vous êtes tous jeunes remplaçants, jeunes installés, ou ayant déjà un peu de recul par rapport à ceci, mais il y a un grand principe, c'est déjà de se poser la question de savoir sous quel régime déclaratif je dois déposer mes déclarations en fin d'année. Je rappelle un grand principe quand même que beaucoup de gens ont tendance à oublier et que l'administration fiscale rappelle, elle, lorsqu'il s'agit d'effectuer un contrôle, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Alors évidemment, vous êtes médecin, donc vos préoccupations sont certainement différentes de celles des comptables et des fiscalistes, mais c'est un grand principe qui est de plus en plus rappelé. Au départ, c'était systématiquement dit, c'était parti pratiquement en désuétude, et là aujourd'hui, ça revient assez régulièrement. Donc ça, c'est un grand principe. Donc il faut connaître les limites de son chiffre d'affaires pour savoir si dans un premier temps, je vais relever du régime déclaratif spécial ou je serai tenu de déposer directement ma déclaration selon le régime réel. Donc première chose, c'est de savoir qu'on a un chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Et ce chiffre d'affaires, aujourd'hui, il est de 32 900 annuel. Ce qui veut donc dire que si je débute mon activité en cours d'année, donc par rapport à la date de formalisme que j'ai pu faire auprès du centre de formalité qui est votre URSSAF, eh bien il faudra que je tienne compte d'un prorata temporis. Ça peut conditionner des choses. Puis on verra qu'il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte. En termes d'objets déclaratifs, c'est relativement facile, puisque si effectivement je fais un chiffre d'affaires inférieur à 32 900, eh bien mon obligation déclarative, c'est de prendre ce chiffre d'affaires et de le poser directement sur ma déclaration d'ensemble des revenus. Cette déclaration d'ensemble des revenus, on vous a dit qu'il y avait des revenus d'activité salariée, puis des revenus d'activité libérale. Donc les revenus d'activité salariée, c'est la 2042, commune avec votre conjoint si vous avez un conjoint. Et puis la déclaration complémentaire, qui est ce qu'on appelle la 2042C Pro, eh bien celle-ci va reprendre les revenus catégoriels de vos activités, qu'elles soient BIC, qu'elles soient BNC. Et c'est là que vous allez indiquer effectivement le montant de votre chiffre d'affaires pour une activité soumise au régime déclaratif spécial ou le montant de votre bénéfice si vous êtes soumis au régime de la déclaration contrôlée. Et là, bien évidemment, j'ai posé mon chiffre d'affaires et je n'ai plus rien à faire d'autre que d'envoyer ma déclaration puisque l'administration va me calculer directement un abattement de 34%. Donc il est clair que sur le plan du formalisme déclaratif, c'est très rapide. Mais 1, est-ce que je relève de ce régime ou pas? 2, est-ce que l'abattement des 34% est intéressant en ce qui me concerne ou pas?
Parce que je peux avoir, en opposition de cet abattement forfaitaire, un certain nombre de dépenses que j'ai engagées réellement qui vont s'avérer être supérieures au fameux abattement de 34%. Donc, est-ce qu'il est intéressant de se trouver imposé sur un résultat de 66%, ou si j'oppose mes frais réels, est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à imposer un bénéfice, malgré quelques contraintes qu'on va voir après coup, qui sera que de 50%? C'est toute la question. Donc on est donc dans cet objet déclaratif, et puis donc quelles sont mes obligations comptables? En matière de bénéfices non commerciaux, je relève d'un régime de comptabilité dit encaissement-décaissement, plus communément appelé recettes-dépenses. Donc je dois comptabiliser mes recettes, je dois comptabiliser mes dépenses. Si je suis en régime déclaratif spécial, micro, je n'ai comme obligation que de comptabiliser mes recettes. Donc, a priori, je n'ai pas à comptabiliser mes dépenses. Il est quand même souhaitable de le faire, ne serait-ce que pour comparer avec le fameux abattement de 34%. Et puis, je dois tenir compte, effectivement, de mes immobilisations. Si j'acquiers un micro-ordinateur, c'est une dépense qui sera supérieure à 600 € TTC, donc je serai tenu de l'immobiliser. Et là, je dois être en mesure de présenter et un livre de recettes et un registre des immobilisations. Donc, je n'ai pas d'autres obligations comptables et fiscales que celle-ci. Donc ça peut paraître simple, ça peut paraître attractif. Mais attention, il faut quand même respecter un certain nombre de règles. Et là, ces règles sont celles qui vous sont présentées. C'est-à-dire que selon que vous êtes en début d'activité ou selon que vous êtes en cours d'activité, vous allez avoir des règles de chiffre d'affaires qui vont être légèrement différentes. Alors, les anciens pourraient se rappeler qu'on pouvait dépasser pendant 2 années le fameux seuil des 32 900. Ça n'existe plus. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis maintenant, ces chiffres-là sont communiqués par période de 3 années et qu'on arrive au 31 décembre 2016 à la fin justement de cette première période triennale. Donc ça veut dire qu'en 2017, nous aurons de nouveaux chiffres qui nous seront proposés. Mais le principe, il est celui-là. Soit je fais moins de 32 900 et je suis bien entendu au régime micro, si je suis en début d'activité. Si je suis en cours d'activité, je vais regarder si je fais moins de 32 900 ou si malheureusement j'ai légèrement dépassé les 32 900, alors il faut que je fasse un rétropédalage. Il faut que j'aille vérifier quelles étaient mes recettes éventuellement en année N-1, voire en année N-2. D'accord ? Donc si on prend l'exemple d'un début d'activité, par exemple en 2014, je dois faire moins de 32 900. Si je suis en cours d'activité, ou je fais moins de 32 900 et tout va bien, ou je suis supérieur à 32 900 mais inférieur à 34 900, qui est le second seuil fiscal mis en place, et auquel cas il va falloir que j'aille vérifier en 2013 ce que je faisais. D'accord ? Et puis si d'aventure en 2013 c'est pas suffisant, il faudra que j'aille vérifier éventuellement en 2012. Donc selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devez effectivement faire très attention à votre seuil. Alors par expérience, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens donnent des chiffres et même, y compris dans certains services locaux, ont des interprétations un petit peu divergentes de tous ces chiffres-là. Alors, en règle générale, quand votre inspecteur des impôts vous dit « mais si, vous pouvez quand même continuer à relever du régime micro-déclaratif », bon, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre forcément pourquoi il vous le dit, mais s'il vous le dit, c'est qu'il a sûrement raison. Le mieux, ce serait qu'il vous l'écrive, bien entendu. Hein ? Mais donc, attention à ces règles-là. Et dans tous les cas de figure, si vous dépassez le seuil des 34 900, alors vous êtes automatiquement en régime de la déclaration contrôlée au 1er janvier de l'année qui suit. D'accord ? Hein ? Donc ça, c'est très très important parce que ça va conditionner le fait que ou vous releverez vraiment du régime déclaratif spécial, ou vous serez obligé d'embrasser, je dirais, le régime déclaration contrôlée. Donc là, je ne reviens pas dessus. En cas de démarrage en cours d'activité, il faut effectivement tenir compte du prorata temporis. D'accord ? Alors les obligations déclaratives, c'est le report des recettes brutes sur la déclaration 2042. Je ne reviens pas dessus, je l'ai déjà dit. Dans la rubrique revenus non commerciaux professionnels, régime déclaratif spécial,
Et puis, vous avez un abattement de 34%. Je ne reviens pas dessus non plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'abattement de 34% est très intéressant lorsque je suis en tout début d'activité. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous voyez, dans les exemples de charges professionnelles, il y a essentiellement vos cotisations sociales. Et notamment, lorsque vous êtes en début d'activité, tout début d'activité, vous avez des appels forfaitaires de la part de l'URSSAF. Et si en plus de ça, vous n'êtes pas thésé, vous n'avez pas de cotisation au niveau de la CARMF. Ce qui veut dire que vous avez très très peu de charges, en dehors de vos frais de véhicule. D'accord ? Donc, l'abattement de 34%, là, peut s'avérer intéressant. Par contre, il est évident qu'au fil du temps, les organismes agréés vont revenir vers vous pour ajuster les cotisations en fonction des revenus qui auront été déterminés et retenus par l'administration. Donc, il y aura forcément des ajustements de ces cotisations. Et c'est là où, justement, il faudra être très attentif par rapport à ce fameux abattement de 34. D'accord ? Voilà un exemple de positionnement de votre revenu sur la déclaration. Donc là, vous avez l'exemple de la déclaration 2042C Pro, où on vous indique le régime déclaratif spécial, revenu imposable, case 5HQ. Oui. Laquelle ? Celle-ci ? Oui. Non, on peut prendre les deux. On peut prendre les deux. Hein ? Et il est bien évident que le problème, si vous voulez, oui, allez-y, je vous écoute. Oui. Ah, non mais ça d'accord, non mais on est d'accord. Non mais là, attendez, on est dans un exemple de charge professionnelle. Donc un exemple de charge professionnelle, ça sous-entend effectivement un régime Madelin. Hein ? Si, normalement si. Enfin peu importe, on ne va pas débattre de ça à l'instant, mais voilà, hein, d'accord ? Ok ? Donc on poursuit ? Donc l'obligation comptable, c'est effectivement un livre des recettes, un registre des immobilisations, et vous pouvez aussi mettre en place une comptabilité informatique. Attention, depuis 2014, l'administration fiscale a très clairement écrit et fait la chasse aux comptabilités tenues sous Excel. Alors Excel est un formidable tableur, utilisé par beaucoup de gens, mais de grâce, ne l'utilisez pas comme outil de comptabilité. Parce que là, vous aurez un rejet systématique et en plus de ça, vous serez amendable. Donc, mettez-vous en conformité, soit de passer directement avec un outil informatique comptable qui répond véritablement aux nouvelles obligations, soit, malheureusement, de revenir à une tenue manuelle. Hein ? Alors, si vous avez les deux, c'est lourd. Vous avez Excel ? Ah, ça c'est autre chose. Le risque d'erreur, c'est dans la recopie. Le risque d'erreur, c'est dans la recopie. Mais aujourd'hui, vous êtes remplaçante, c'est ça ? Donc vous avez un peu de temps devant vous. Hein ? Quand vous serez installé, vous n'aurez plus de temps du tout. Quand vous serez installé, vous n'aurez plus de temps du tout. Donc voilà. Hein ? Donc là, ce jour-là, vous direz non. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très bien. Ok, c'est bon ? Alors. Il est vrai que le choix déclaratif s'effectue de toute façon en fin d'exercice. Lorsque je débute mon activité 1er janvier 31 décembre, hein, exercice civil, je ne sais pas d'entrée de jeu au 31 décembre ce que je vais faire comme chiffre d'affaires. Je ne sais pas au 31 décembre ce que j'aurai supporté comme type de charge. Donc, je dois me poser aussi la question de savoir si je n'ai pas intérêt de façon préventive à adhérer à l'organisme agréé. Pourquoi ? Alors peut-être préciser, parce que tout à l'heure je vous disais que l'adhésion à une AGA permettait de bénéficier d'avantages fiscaux, pas dans le cadre du régime micro-BNC. Non.
Il n'y a pas d'avantages fiscaux. Donc indirectement, on pourrait se dire, je ne vais pas adhérer à une association de gestion agréée si je n'ai pas d'avantages fiscaux en contrepartie. Et c'est pour ça qu'on précise ici que quand même, de manière préventive, c'est quand même, alors chez nous ou ailleurs, c'est pas le sujet, mais c'est quand même extrêmement intéressant pour vous d'adhérer à une association de gestion agréée, quand bien même vous n'auriez pas d'avantages fiscaux. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a quand même une mission de formation, d'information, on fait des points sur l'actualité fiscale, sur les évolutions réglementaires, et puis on peut vous renseigner si vous avez des questions, je ne sais pas moi, même sur la tenue de votre registre, sur la tenue de la comptabilité, diverses questions, etc. Et puis, mais bon, ça c'est vrai que ça va changer quand même. Il est vrai que normalement, pour bénéficier des avantages d'une association de gestion agréée, il faut être adhérent sur toute la période à cette association de gestion agréée. C'est-à-dire que pour faire simple, il faudrait qu'au 1er janvier, vous soyez adhérent pour bénéficier des avantages si jamais vous dépassiez le seuil. Donc de manière préventive, on peut effectivement adhérer. Ça va changer puisque l'administration fiscale, dans le cadre d'une évolution réglementaire, a précisé qu'on pourrait adhérer jusqu'au dernier jour de l'exercice maintenant, pour ne pas anticiper d'adhésion. Cela dit, au-delà de l'avantage fiscal, nous on considère que notre vrai rôle, c'est de vous apporter de la formation et de vous accompagner sur ces plans-là. D'accord ? D'autant que comme c'est inscrit ici, si vous voulez, on est une association. Le principe de l'association, c'est qu'on a une cotisation unique pour l'ensemble de nos adhérents, quel que soit le travail qu'on fait pour nos adhérents. Sauf que pour les régimes micros, on a l'autorisation de faire des cotisations minorées. Donc en plus, le montant de la cotisation n'est pas très important. Et en contrepartie, vous bénéficiez, non pas des avantages fiscaux comme on l'a dit dans un premier temps, en régime micro, mais par contre de tous les services qu'on apporte par ailleurs, c'est-à-dire les renseignements qu'on peut vous apporter, la formation, les revues, les notes d'information technique, etc. Donc, pensez-y, parce que c'est toujours très désagréable d'être obligé de dire à quelqu'un qui vous appelle en catastrophe que le délai de 5 mois, il est forclos pour l'adhésion et que c'est bien dommage, mais qu'on ne peut rien pour cette personne que nous avons au téléphone. Donc, nous faisons de temps en temps quelques déçus, et quelques déçus qui n'ont pas d'autre choix que de faire une déclaration contrôlée, régime réel, mais malheureusement, n'étant pas adhérent de l'organisme agréé, dans les délais, va supporter une majoration de 25%. Donc 25% du revenu, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter éventuellement en termes d'impôts. Ah oui, on ne peut pas bidouiller ça, oui, ça... Alors, vous devez adhérer dans le délai de 5 mois, soit par rapport à votre début d'activité, soit par rapport au 1er janvier. Exemple, vous débutez votre activité en septembre, vous avez donc 5 mois à compter de votre date de formalisme auprès du CFE. D'accord ? Donc, septembre plus 5. Et là, je vais vérifier si effectivement j'ai intérêt ou pas à m'embarquer vers une comptabilité réelle avec tout ce que cela comporte. Et ça me permet de vérifier si mon régime, je ne peux pas bénéficier du régime micro spécial. Par contre, si effectivement je ne l'ai pas fait, là, à ce moment-là, j'ai du 1er janvier au 31 mai pour formaliser mon adhésion. Et au-delà du 31 mai, on ne peut plus rien. On ne peut plus rien. Et malheureusement, trop de gens pensent que 5 mois, c'est extrêmement long. Et moi, je peux vous assurer que quand vous êtes la tête dans le guidon à faire des remplacements ou pris dans votre thèse et vos quelques remplacements, etc., le délai est très très court et que régulièrement, nous avons des gens qui découvrent que malheureusement, on ne peut rien pour eux. Donc, quand on y pense, quand on en parle, et puis souvent en plus de ça, vous avez la chance, vous parlez entre vous. Vous parlez, vous avez toujours des retours d'expérience. Ah moi il m'est arrivé ci, moi j'ai fait ça, etc., etc. Donc quand un de vos collègues vous dit faudrait que tu adhères à l'AGA, oui il faut le faire, il ne faut pas attendre. D'accord ? Oui. J'allais compléter. Oui, effectivement, Pascal Perron vous parle de la situation actuelle. On attend. Mais ce qui est tout à fait normal, M. Perron, effectivement, c'est juste pour vous informer qu'on attend la publication d'un décret, d'accord,
qui devrait arriver là, mais à mon avis qui va tarder un petit peu. Je crois que l'administration fiscale est un petit peu en retard sur le sujet. Mais on est un peu dans la même problématique, hein. C'est-à-dire que l'administration nous dit... Ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est qu'au régime micro, pour les avantages fiscaux, il n'y a pas besoin d'adhérer. L'administration fiscale nous dit, mais pour bénéficier des avantages fiscaux, il faut que l'adhérent soit adhérent du premier jour au dernier jour de l'exercice. Sauf première adhésion, où on peut adhérer dans les 5 mois du début d'activité. D'accord ? Et l'administration va ajouter là, dans l'attente de la publication des décrets, qu'en cas de dépassement de seuil micro, on pourra adhérer jusqu'au dernier jour de l'exercice. Mais la problématique n'est que repoussée. Vous n'allez pas faire votre déclaration fiscale le 31 décembre. Vous allez probablement travailler jusqu'au 31 décembre, partir réveillonner et vous dire que vous gérerez ça en janvier ou en février. D'accord ? Alors vous pouvez vous en rendre compte avant, on a un peu plus de délai pour s'en rendre compte. Mais ce que je veux dire, c'est que l'AGA, c'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense chaque année quand on regarde l'évolution de son chiffre d'affaires. D'accord ? Et là, mais là, en réalité, oui, après publication des décrets, en cas de dépassement du seuil micro, on aura jusqu'à la date de clôture de l'exercice, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour de l'exercice, jusqu'au 31 décembre. Si en janvier... Alors il y a deux possibilités, soit vous avez dépassé le seuil, automatiquement on va passer en déclaration contrôlée, soit vous estimez que même sans avoir dépassé le seuil, les 34% ne sont pas intéressants pour vous parce que vous avez 50% de charges réelles, parce que la contrepartie, si vous avez un abattement de 34%, vous ne déduisez pas vos charges, bien évidemment, c'est pour couvrir les charges. Je rajouterais simplement, faudra quand même adhérer. Je rajouterais simplement que vous êtes aussi des gestionnaires. Et donc, dans le mot gestionnaire, il y a le mot gestion, donc prévision. Quelque part, il n'est pas interdit, à un moment donné de son exercice, de s'arrêter et de se dire, bon voilà, c'est quoi mon chiffre d'affaires ? C'est quoi mes dépenses ? Pour anticiper peut-être justement avec cette nouveauté. Parce que le problème, c'est que même si effectivement cette nouveauté, et tant que le décret n'est pas sorti, ça ne s'applique pas, mais cette nouveauté permettra d'avoir un effet retard, entre guillemets. Maintenant, si effectivement la date du 31 décembre elle est dépassée, elle est dépassée. Hein ? Là, on ne fera pas de miracle. Oui, je pense qu'on peut en parler après, oui. La question, c'est si il y a le niveau diagnostic, indirectement quand même, si en 2015 je dépasse le seuil, j'ai à l'avance en 2014, je dois au BNC, en 2016, je serai obligé d'être en déclaration contrôlée, en 2005, je suis 2015. passé en micro-BNC, mais on a dépassé le seuil. Aujourd'hui. Mais je vous ai dit que d'abord, d'une part, les seuils allaient changer, puisque c'est par période triennale et qu'on arrive à la fin de la période triennale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous parler de seuils nouveaux parce qu'on ne les connaît pas, d'une part, mais ça ne remet pas en cause le principe même, si vous voulez, du choix déclaratif que vous pouvez avoir à retenir en fonction de la situation de vos frais généraux, de vos... Mais je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc j'attends de voir ce qui va sortir. Donc Jean-François Defud a des informations de première main par rapport à moi en ce moment, mais c'est clair que je suis très pragmatique. Donc moi j'attends de voir. Et quand j'aurai vu, je dirai ah oui, effectivement. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je travaille avec ce que je connais. C'est-à-dire aujourd'hui c'est ça. Et c'est valable jusqu'au 31 décembre. Après... Et puis comme je disais, et encore une fois, chez nous ailleurs, c'est pas le sujet, mais je trouve que l'AGA, même quand on est au régime micro, apporte un certain nombre d'informations. Dépassement des seuils, par exemple, évolution des seuils. Pascal Perron dit, ça va évoluer, je ne peux pas parler de ce qu'il y aura demain. Le fait d'adhérer à une AGA, le rôle de l'AGA, ça va être de vous informer, ça va être de faire une formation, ça va être de faire une soirée d'information. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Non, mais tout à fait. Tout à fait, vous avez raison. Alors, le régime déclaratif spécial, c'est une chose. Mais donc, si je ne peux pas en bénéficier, je suis contraint de déposer ma déclaration sur le régime de la déclaration contrôlée.
Donc la déclaration contrôlée, c'est quoi? C'est un régime déclaratif où je vais comptabiliser l'intégralité de mes encaissements, donc de mes recettes, d'exploitation bien entendu, et le corollaire, ça va être les dépenses d'exploitation. Donc le bénéfice fiscal imposable qui figurera sur la déclaration d'ensemble des revenus, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Donc je dois non seulement déposer le bénéfice sur ma déclaration d'ensemble 2042, mais auparavant, je dois établir ce qu'on appelle la déclaration professionnelle et qui porte le numéro de 2035, plus toutes ces annexes 2035A, 2035B. Donc c'est un compte de résultat fiscal. Et ce compte de résultat fiscal, si vous voulez, eh bien, vous allez le remplir et renseigner toutes vos recettes et toutes vos dépenses, rubrique par rubrique. Donc, si j'ai des achats, si j'ai du frais de personnel, si j'ai des impositions, si j'ai des frais de véhicule, si j'ai des cotisations sociales obligatoires, facultatives, etc. etc. Hein? D'accord ? Donc, il est bien évident que, comme je dois répondre à un régime déclaratif réel, là, j'ai plutôt obligation d'être adhérent de l'organisme agréé. Parce que sinon, j'ai 25% de majoration. Et donc, il vaut mieux quand même que je respecte cette règle-là, parce que j'ai non seulement des obligations comptables à respecter, mais j'ai surtout des obligations fiscales et qui peuvent me coûter cher si je n'ai pas fait la démarche d'adhérer. Donc, quand on vous dit juste avant, de manière préventive, d'adhérer à l'organisme agréé, ça peut justement aussi vous permettre d'anticiper cette situation et de se retrouver le bec dans l'eau en apprenant que je ne peux pas bénéficier de l'autre régime, je suis obligé de plein droit dans celui-là, et en plus de ça, je prends 25% à la clé. Donc, il faut faire quand même très attention à ça. Alors, le régime d'imposition, c'est le régime réel. Donc, dans le cadre de mon activité professionnelle, toutes mes recettes d'exploitation, je parle bien d'exploitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la comptabilité relève sur les encaissements-décaissements. Ça veut donc dire que en amont, je dois avoir fait, si je ne l'ai pas encore fait, je dois avoir ouvert un compte bancaire que je vais dédier à mon activité professionnelle. Et je dis bien un compte bancaire dédié et non pas un compte bancaire professionnel. Ça veut dire que mon compte bancaire, c'est pas mon banquier qui va me dire vous allez ouvrir tel compte et puis associé à ça, je vous fais toutes les cotisations diverses et variées. C'est moi qui décide, je vous dis que j'ouvre un compte bancaire sur lequel vont transiter toutes mes écritures de recettes et de dépenses. Et dans les écritures de recettes, il peut y avoir non seulement des écritures d'exploitation qui serviront à la détermination du bénéfice, mais il peut y avoir aussi des mouvements financiers, puisque je vais être peut-être amené à l'alimenter, ce compte, pour pouvoir payer, par exemple, l'échéance de la CARMP, si je suis tenu de payer la CARMP et que je n'ai pas suffisamment d'argent. D'accord ? Donc, ce bénéfice, après avoir fait tous les mouvements, donc les écritures comptables, ce bénéfice recettes moins dépenses, eh bien, je vais l'imposer et le mettre directement sur ma déclaration 2042. C'est pro, mais là, à la case 5 QC. Et là, dans ces cases-là, vous avez deux types de cases. Vous avez ce qu'on appelle les cases avec AA et les cases sans AA. Avec AA, ça veut dire avec association de gestion agréée. Sans AA, bien entendu, ça veut dire l'inverse. Et donc, l'administration fiscale, au vu de la façon dont vous aurez renseigné votre 2042C, eh bien, elle vous imposera soit sur 100, soit sur 125. D'accord ? Alors, l'association agréée, bien entendu, elle a tout son intérêt, puisqu'elle va servir d'interface entre vous et l'administration fiscale. Nous avons l'obligation de dématérialiser les liasses de nos adhérents. Donc, vous êtes adhérent d'UNAGA, vous envoyez soit en direct, soit par l'intermédiaire de votre cabinet comptable, si vous avez un cabinet comptable, votre liasse fiscale, qui va faire l'objet d'une analyse et, dans le même temps, fera l'objet d'un envoi auprès du SIE. D'accord ? Voilà. Alors, quels sont les avantages ? Les avantages, c'est effectivement de ne pas avoir de majoration de 25%, mais c'est aussi de pouvoir bénéficier d'une réduction du salaire du conjoint et également d'une réduction d'impôt pour frais de comptabilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement, il y a des mouvements. Il y a 2 ans en arrière, l'administration fiscale nous avait dit
il n'y a pas d'intérêt, donc on va supprimer certains avantages, notamment la réduction pour le salaire du conjoint et la réduction d'impôts. Et puis finalement, après batailles diverses et variées, ils sont revenus en arrière pour remettre ces avantages. Donc voilà quels sont les avantages dont on bénéficie. Quel est le travail réel de l'association de gestion agréée? Le travail réel de l'association de gestion agréée, ça n'est pas de nous immiscer dans le travail de l'expert comptable lorsqu'il y a un expert comptable, c'est d'être complémentaire. Donc, nous, notre rôle, c'est effectivement vis-à-vis des gens qui n'ont pas de cabinet comptable notamment, c'est de les amener à la tenue et au respect des règles comptables et fiscales. Donc on va se mettre en charge de développer l'usage de la comptabilité auprès de nos adhérents. Et puis bon, je ne reviens pas dessus, le délai d'adhésion, c'est effectivement dans les 5 mois soit du début de l'activité, soit du 31 mai. Tenir une comptabilité de trésorerie. Tenir une comptabilité de trésorerie, c'est soit un livre journal manuel, donc madame nous disait qu'elle avait un outil informatique qu'elle transposait sur son livre. Donc il existe des tas de documents. Il y en a un célèbre qui s'appelle l'Hexaconta 9620E, je ne sais pas si certains le connaissent ou le pratiquent. Voilà, qui n'est pas pratique pour mettre dans un sac à main, hein, on est d'accord, mais par contre qui répond à toutes les obligations. Oui, même arrangé, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais je parlais du sac à main parce que c'est une image qui parle encore plus. Donc ce livre Hexaconta, si vous voulez, lui, il vous permet de respecter la règle de la tenue d'une comptabilité manuscrite. Bien entendu, cela implique que toutes les écritures soient correctement renseignées, donc non seulement les recettes et les dépenses d'exploitation, mais également les recettes et les dépenses patrimoniales, que toutes les totalisations soient faites et que tous les soldes financiers soient établis. Or, nous, à notre niveau, nous voyons régulièrement des comptabilités arriver. 1, ce n'est pas forcément toujours lisible, et 2, ce n'est pas toujours forcément bien rempli. Et je précise que la comptabilité, c'est un enregistrement d'écriture sans rature, sans surcharge, pas au crayon de papier, sans blanco, sans rien de tout ça. C'est-à-dire que si je me trompe dans l'enregistrement d'une écriture, je n'ai pas d'autre choix que de contrepasser l'écriture, puis de la repasser à nouveau pour aller l'affecter dans le bon compte. Indiquer l'identité des patients, alors ça c'est un élément très important. Alors évidemment, quand vous êtes remplaçant, vous n'êtes pas concerné par le problème, mais si vous êtes installé, vous devez respecter cette obligation. Et les associations de gestion agréées ont pour obligation de s'assurer que vous respectez bien cette obligation. Alors, je précise tout de suite que le secret professionnel ne réside pas dans le nom, mais dans l'acte. Que vous soignez M. Perron ou M. Defud ou qui que ce soit, à la limite, ce n'est pas ça le problème. Par contre, on n'a pas à savoir pour quel mot vous les soignez. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas opposer à l'administration fiscale le fait de dire « Non, attendez, secret professionnel, je ne vous donnerai pas le détail de mes noms des patients. » Ça, vous ne pouvez pas vous l'opposer à ça. D'accord ? Et puis vous devez appliquer une nomenclature comptable. Donc la nomenclature comptable, c'est des nombres que vous allez affecter ou des colonnes que vous allez utiliser en fonction de votre comptabilité, de façon à pouvoir classifier les différentes écritures et rubriques en termes d'achat, en termes d'entretien, en termes de frais de déplacement, etc., etc. Alors vos recettes d'exploitation, les recettes d'exploitation, donc ce sont celles qui sont fiscalement imposables sur votre déclaration professionnelle, la 2035 et ses annexes. Là-dedans, vous retrouvez, bien entendu, les encaissements des honoraires. Vous avez également des commissions. Vous avez toutes les expertises qu'un médecin peut être amené à faire lorsqu'il est médecin expert, bien entendu. Et puis, à côté de ça, vous avez des écritures qui sont plus à caractère patrimonial, mais qui vont influencer la détermination du revenu. Ce sont notamment, par exemple, les indemnités journalières, les redevances de collaborateurs lorsque vous êtes installé et que vous faites appel à un collaborateur qui va venir travailler avec vous. D'accord ? Et puis quant à vos dépenses, alors oui, les recettes patrimoniales, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Les recettes patrimoniales, ce sont celles qui sont liées à votre activité, mais qui ne vont pas interférer sur la détermination du bénéfice. Je veux dire par là, par exemple, que vous allez changer de véhicule, vous allez faire appel à un prêt bancaire, cette écriture arrivera sur le compte bancaire professionnel. C'est bien une écriture patrimoniale qui va interférer sur le compte bancaire professionnel, qui devra transiter en comptabilité, même si elle n'a pas d'impact sur
la détermination du bénéfice. D'accord ? Et de la même manière, vos apports personnels, je disais tout à l'heure, vous avez besoin de faire la jointure pour payer votre cotisation CARF, vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous allez chercher celui-ci sur votre compte privé, vous le rapatriez sur le compte professionnel, c'est une écriture patrimoniale. D'accord ? Ok ? Et puis les dépenses, eh bien, les dépenses, vous avez là aussi des dépenses d'exploitation, des dépenses patrimoniales. Les dépenses d'exploitation sont toutes celles qui concourent à la détermination du bénéfice, alors que les dépenses patrimoniales sont celles qui permettent là aussi, si vous voulez, de constater les paiements, notamment d'une immobilisation, que j'aurais fait au moyen d'un prêt. C'est-à-dire, j'aurai l'immobilisation qui va me permettre de déduire la part d'amortissement annuel, alors que le remboursement de l'emprunt servant à l'achat de cette immobilisation sera considéré comme étant une dépense patrimoniale et qui n'interférera pas sur la détermination du revenu. Mon salaire, ce que les gens appellent mon salaire, je les entends toujours dire mon salaire, en fait, ce n'est pas un salaire, c'est un prélèvement personnel. Mais peu importe le nom, c'est un prélèvement personnel. Et ce prélèvement personnel, c'est un acompte sur votre bénéfice. D'accord ? Et là, c'est une dépense, effectivement, à caractère patrimonial que vous devez prendre en compte. C'est bon ? Alors, il n'existe pas de dépenses forfaitaires chez les médecins, autre que le forfait kilométrique pour les véhicules et éventuellement l'abattement de 2% pour les médecins conventionnés du secteur 1. C'est-à-dire que si vous êtes remplaçant, aujourd'hui, ça ne vous concerne pas. OK ? Pour les frais de véhicule, alors pour les frais de véhicule, par définition, on ne déduit dans la comptabilité que des dépenses réelles, donc réellement payées. Exception pour le véhicule qui n'est pas un bien par nature professionnel. Ça veut dire que c'est une décision de gestion que je vais prendre à un moment donné de l'inscrire ou pas sur mon registre des immobilisations de façon à calculer les amortissements du véhicule, de façon à pouvoir déduire les frais réels d'assurance, d'entretien, de carburant et éventuellement d'intérêt d'emprunt. Ou je considère que mon véhicule, je le garde dans mon patrimoine privé et à ce moment-là, rien de tout ça. Donc toutes ces dépenses que je pourrais avoir à titre professionnel, je vais les engager par mon compte bancaire professionnel, mais je les constaterai dans la colonne prélèvement personnel. Il faudra absolument faire attention à l'enregistrement d'une écriture dans un compte de charge, ou le compte, ou la colonne, par exemple, sur le livre-journal, frais de déplacement ou frais de véhicule, parce que la moindre dépense de 60 € de carburant sur une année remettrait en cause le calcul forfaitaire que vous pourriez faire par ailleurs. D'accord ? Et donc, si ce véhicule est gardé dans le patrimoine privé, pas d'amortissement, pas d'inscription au registre des immobilisations, mais par contre, je vais remplir dans la déclaration un cadre où j'indiquerai le véhicule, sa puissance fiscale, le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, multiplié par le barème publié par chaque année par l'administration fiscale. Oui ? Non. Un seul aller-retour. Vous n'êtes pas obligé de manger au cabinet. Vous pouvez très bien rentrer chez vous. Mais vous ne pourrez déduire qu'un seul aller-retour. Hein ? D'accord ? Par contre, si effectivement vous n'avez pas matériellement la possibilité de rentrer à votre domicile, rien ne vous empêchera d'avoir des frais de repas pris sur votre lieu de travail. À voir. Hein ? Alors, je précise, je vous prends tout à l'heure, je précise simplement, en matière de frais de véhicule, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans un forfait. Ça veut donc dire que je peux, entre guillemets, mettre le nombre de kilomètres que je veux. Eh bien non, pas du tout. Hein ? Il faut être extrêmement précis pour le nombre de kilomètres. C'est-à-dire que je n'ai pas fait 15 000 kilomètres. J'ai fait 15 252 kilomètres. Et je peux prouver que j'ai fait effectivement 15 252 kilomètres. D'accord ? Hein ? C'est pas le nombre de kilomètres qui est forfaitaire, c'est le barème que l'on applique. Oui ?
Alors, dans l'absolu, ça devrait être comme ça, effectivement. Mais quand bien même vous présenteriez un document aussi exhaustif possible, il peut être validé ou contesté. Hein. Alors, essayez déjà au quotidien d'avoir un kilométrage, ça sera déjà pas mal. Pour ceux qui sont remplaçants, petite précision, je vais prendre en compte les déplacements que je fais de mon domicile au lieu du remplacement. Déjà dans un premier temps. Et puis ensuite, je prendrai également les kilométrages que je ferai dans le cadre de mes activités de remplaçant. Il ne faut pas les oublier, celles-là. D'accord ? Non, attendez. L'administration est tatillonne, mais bon, on a quand même aussi en face des gens quand même qui sont intelligents et qui réfléchissent quand même. Hein. Voilà. Faut être précis. Il ne faut pas non plus. Oui, excusez-moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. La facturation d'ICA que vous faites auprès de la sécurité sociale, c'est par rapport aux patients. C'est-à-dire que ça fait partie, si vous voulez, de votre honoraire. D'accord ? Alors que là, on est en train de parler de vos frais de déplacement à vous. D'accord ? Hein, donc, vous faites votre calcul, vous avez votre nombre de kilomètres que vous avez effectué. Vous êtes parti le matin à 100 252 et vous êtes arrivé le soir à 100 256, bah vous avez fait 4 kilomètres. D'accord ? C'est pas une preuve certaine, mais c'est un commencement. OK ? Hop. Et là, alors, oui, très important. Très, très important. Je disais que la comptabilité, c'est les recettes et les dépenses d'exploitation et patrimoniales. Donc, j'ai créé mon compte bancaire professionnel et maintenant, je vais être confronté à des choix de gestion en fonction des dépenses que je vais être amené à faire. Donc, vous devez avoir à l'esprit systématiquement, lorsque vous engagez une dépense pour votre exercice professionnel, de savoir si c'est une dépense qui est d'abord nécessitée par l'exercice de ma profession. Ça, c'est la première réponse, la première question que vous devez vous poser, la première réponse que vous devez apporter. Donc, si elle est effectivement nécessitée par l'exercice de la profession, alors je vais la payer par le chéquier professionnel, bien entendu. Si elle est purement privée, ça sera le chéquier privé. Si elle est mixte et que j'ai un doute, il vaut mieux la payer par le compte bancaire professionnel. Ça sera toujours plus facile après de faire un tri en disant cette dépense que j'estimais professionnelle, que j'ai payée 100, en réalité, il y en a la moitié privée et la moitié professionnelle. Et je pourrais toujours faire 50 que je basculerai en privé. Si je la dépense 100 avec mon chéquier privé et que je l'oublie au 31 décembre pour faire ma comptabilité, il n'y a personne pour me rattraper. Donc il vaut mieux en mettre un peu plus dans la comptabilité professionnelle, faire le tri pour éliminer le surplus, plutôt que de faire un oubli. D'accord ? Donc être nécessité par l'exercice de la profession, effectivement payé, justifié par une facture, une vraie facture, et puis, bien entendu, enregistré comptablement. D'accord ? Et si je respecte tout ça, alors oui, effectivement, je respecte l'enregistrement de mes écritures comptables. Et puis si les écritures ont un usage mixte, professionnel ou privé, on est bien d'accord que seule la partie professionnelle est déductible. Encore que. Exemple typique, vous venez à un congrès. La dépense de SNCF que j'engage pour le congrès, aller-retour, c'est professionnel. Si je prolonge d'une journée ou deux sur le congrès parce que le lieu est sympathique, il faut que je fasse le tri entre le professionnel, pur et dur, et le privé qui sera des décisions tout à fait personnelles. Alors voilà un exemple de la déclaration telle qu'elle se présente aujourd'hui. Donc vous avez effectivement les différents formulaires 2035 sur lesquels vous remplissez de façon administrative vos coordonnées et vous indiquez au final le montant de votre bénéfice. Ici, vous avez le tableau des immobilisations et des amortissements. Là, vous avez un tableau de détermination des plus ou moins values lorsque vous vendez un bien.
professionnelle, bien entendu. Et ici, vous avez la 2035A et la 2035B, qui sont le compte de résultat fiscal, qui permettent de déterminer, au final, le bénéfice professionnel sur lequel vous serez imposé. Et je parlais du cadre pour remplir pour le barème kilométrique, eh bien c'est celui-ci, c'est le tableau 7, où vous avez effectivement un cadre où vous allez renseigner toutes les informations relatives aux véhicules que vous utilisez. Petite précision en matière de véhicules. Je peux utiliser plusieurs véhicules dans l'année. Je peux par exemple démarrer avec un véhicule 1er janvier au 30 juin, puis un deuxième véhicule du 1er juillet au 31 décembre, avec une puissance fiscale différente. Hein ? Et quand bien même la puissance fiscale serait la même, mon barème kilométrique, je vais l'appliquer véhicule par véhicule. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un global. Si j'ai fait 15 000 km dans l'année et que j'ai 7005 et 7005, je ferai un calcul sur 7005 dans un premier temps, puis un deuxième calcul sur 7005, en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé. Comprenez ? Et voilà donc le positionnement sur la déclaration 2042. Vous voyez, dans la colonne AA ou sans AA. Et là, le revenu imposable sera ici. Alors là, celle-là, elle n'a pas bien vécu. Donc là, c'était un rappel des régimes micro et déclarations contrôlées avec les seuils d'affaires de limite. Mais bon, je suis un peu déçu de la diapo. Elle a pas bien vécu. Donc je crois qu'on ne va pas trop s'attarder dessus. Voilà. Et puis celle-ci, elle n'a pas bien vécu non plus. Je pense qu'il y a dû y avoir un coup de chaleur. Là, c'est juste simplement pour vous donner les coordonnées de nos bureaux. Celui d'Angers, dont j'ai la responsabilité, et puis mes collègues Nice, Paris et Toulouse sont à votre disposition. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous.